Merci beaucoup. Ça prend le volume. Merci d'être là. Puis merci au groupe d'Access Communication de m'avoir réinvité encore cette année. OK, oui. Techniquement, c'est moi qui ai soumis un talk. Fait que de m'avoir accepté encore cette année. Comme Olivier qui vient de finir, je trouve ça vraiment intéressant de passer après lui parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Aujourd'hui, je fais un speed talk, alors c'est un 20 minutes. Alors, il y a énormément, vous allez sortir d'ici avec énormément de questions, mais on va passer à travers les sujets un peu plus tard. Mais ce que je veux vraiment, c'est assembler une série de sujets ensemble pour que vous réalisiez l'impact que va amener la transformation de l'industrie automobile. Je ne vendrai pas le punch tout de suite, mais on va y aller. D'abord, un petit peu sur qui je suis. Parce que l'année passée, j'ai fait un speed talk, puis la seule question que j'ai eue, ben, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie? Bon sujet. Alors, non, anyway. Alors, ce que je fais dans la vie, je travaille en conformité dans le domaine bancaire. Ma carrière est passée en infosec. J'ai été admin, j'ai été programmeur. J'ai fait de la gestion en PME. En fait, j'ai touché à plein de choses dans ma carrière. Aujourd'hui, principalement, je fais de la conformité au niveau applicatif pour une grosse banque. Mais anyway. Alors, autrement, j'ai été speaker ici au Hackfest. Je ne sais plus combien de fois depuis tantôt que j'essaie de me rappeler combien de talks j'ai fait. Mon premier talk à vie a été au Hackfest, qui est un moment mémorable. Puis un jour, je pense que je vais le refaire juste pour la nostalgie. Je vais peut-être la soumettre pour le Hackfest 10, ça serait trop cool. Alors, c'est ma 7e présence aussi au Hackfest. Pas comme conférencier, mais 7e vision. J'ai quelques badges là, à travers ma carrière que j'ai accumulés en fraude, en test d'intrusion, en, en rien, le CISSP, en protection physique. Il y en a quelques-uns que j'ai laissé expirer parce que c'était trop compliqué à maintenir. Ça fait comme 4 ans que je n'en ai pas fait que je serais dû pour en faire, mais c'est plus tellement important pour moi dans ma carrière présentement. Alors, mais je vous invite fortement, si vous avez des questions sur les différents parcours au niveau des certifications, euh, il y aura mon contact plus tard. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Alors, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de sécurité, on parle d'assurance, on parle de data de génération de données. On va parler de AI, on va parler de la sensorisation des véhicules, le déploiement, on va parler d'edge computing, fog computing, on va parler de pay as you drive, pay how you drive. On va parler plein de choses. Ah oui, j'ai oublié de parler aussi des types d'analyse sur le big data, Hadoop Stack. Anyway. Alors, c'est un speed talk. On ne passera pas dans aucun de ces sujets-là en détail, mais mon but, c'est d'assembler dans votre esprit tous ces concepts-là. Puis comment ça se fait que tous ces concepts-là, qui sont tous des thèmes qui ont été abordés au long de la conférence de Hackfest, hein. On vient d'en finir un sur Internet of Things. On a eu un Hadoop un peu plus tôt aujourd'hui sur le Big Data. Comment? Internet of Threats. On a eu un sur Big Data un peu plus tôt. Alors, tous ces concepts-là vont s'appliquer à la voiture automobile, mais comment ça se fait? Alors, here you go. La raison pourquoi moi j'ai commencé à m'interroger à ça, c'est vraiment au niveau de l'assurance. Euh, Tout le monde, ben, je vais faire un petit brief sur l'assurance, c'est quoi? L'assurance, là, c'est la gestion de risque. Alors, je prends des catégories, j'ai groupe ensemble, je sais que je peux gérer une partie de ce risque-là, je te vends une police quand tu vas me faire une réclamation. Je l'ai géré dans un bucket de façon à ce que je finisse par faire de l'argent. Maintenant, l'assurance étant tellement réglementée que de moins en moins, ils ont le droit de faire de l'argent. Ils en font un peu, mais ils font de l'argent avec l'argent qu'ils ont dans leur poche avant que vous réclamiez. Fait que de moins en moins d'assurance, les gens ont tendance à percevoir qu'on paye de l'assurance, puis on réclame jamais. Mais dans la vraie vie et statistiquement, l'assurance est réclamée effectivement et on se retrouve les compagnies d'assurance se retrouvent à payer des réclamations et à rembourser. Donc, c'est un peu un préambule sur l'évolution ce qu'on appelle, l'assurance basée sur l'utilisation. Je l'ai pratiqué, mais en français, ça sonne juste pas bien, là. On appelle ça le Usage-Based Insurance, UBI.
Le UBI est là depuis toujours. Je sais pas ceux que les plus vieux d'entre nous, là, quand il y a longtemps, quand on prenait des assurances, on avait un beau formulaire comme ça, dans le temps du papier et des fax, où était noté simplement combien de kilométrage vous pensez faire avec votre véhicule, quelques données d'informations sur où tu restes, où ton véhicule, combien ça te prend pour aller travailler, etc. Il faisait un petit calcul avec des roulettes en papier, là. Puis là, il disait, bon, tu vas payer tel montant pour ton assurance. Euh, C'était de l'assurance basée sur l'utilisation. Essentiellement, il calculait en fonction du type de kilométrage que tu fais, ton profil de risque. Euh, est arrivé une deuxième génération à un moment où ils ont décidé d'utiliser un GPS embarqué où ils pourraient dire, ben, si ton véhicule est stationné dans le Bronx à tous les jours, il y a des chances que tu sois plus à risque que quelqu'un qui... ben, aucun préjudice au Bronx, là. Juste disclaimer ici. Ça se peut que tu sois plus à risque que quelqu'un qui vit ailleurs, par exemple, ou qui stationne son auto dans un garage souterrain avec un garde de sécurité. Donc, en raffinant, en obtenant plus d'informations sur qui étaient leurs consommateurs, il était en mesure de créer des euh, pools, des piscines de clients qui représentaient avec des risques similaires et pouvaient effectivement les charger en fonction. Ce qui a amené le fameux dongle. Et je vous dis, je ne suis pas sûr que je trace ce gars-là pour aller plugger quelque chose dans mon char, mais le fameux dongle a amené quelque chose d'intéressant. C'est même sur les vieux véhicules qui avaient des systèmes très, très... On ne voit pas très bien la photo, peut-être. Désolé, je n'ai pas de contrôle sur ça. Le dongle était en mesure d'extraire l'information du véhicule par le port de diagnostic et en plus, il pouvait l'enrichir de données, par exemple de données GPS, et envoyer ça tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois à la compagnie d'assurance. Donc là, il pouvait se mettre à calculer où tu t'es déplacé, et il pouvait calculer où était stationné ton véhicule, il pouvait calculer le temps que le véhicule était en déplacement. Donc, un véhicule qui se déplace dans le trafic, fait moins de kilométrage, mais est utilisé plus longtemps, il est dans des conditions différentes. Donc, plus d'informations, plus de précision sur le pool de la piscine de risque. Bon, si quelqu'un sait le terme, là, en français, là. Merci. Elle est arrivée et je vous partage l'information personnelle, mon score de conduite avec la nouvelle génération des applications. Ici, on parle freinage, on a rajouté des accéléromètres. Dans ce cas-ci, cette compagnie d'assurance que je ne nommerai pas euh, utilise une application mobile, mais il existe la même chose avec le fameux dongle. Donc, ils ont des accéléromètres, ils calculent la vitesse dont vous faites vos virages, ils calculent la vitesse dont vous accélérez, ralentissez, si vous dépassez la limite de vitesse. Et finalement, ce qu'ils font, ils ramassent plein d'informations sur vous, roulent des analyses statistiques, font des analyses comparatives et ensuite obtiennent un résultat et puis j'ai même des badges, là. C'est tellement cheesy, là. Oups, j'ai-tu dit ça fort? Ils donnent des badges, comme j'ai eu mon dernier insigne où je suis un bon freineur. Malheureusement, je n'atteindrai jamais le niveau 3 parce que je dois augmenter mon score de 10 points pour me rendre au troisième badge, puis ça ne se produira jamais parce que c'est comme impossible, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui va finir par freiner en avant de toi pour faire descendre. Anyway. Donc, ce que ça nous amène, puis c'est vraiment juste pour illustrer que, puis on parlait des buzzwords là, qui vont être adressés dans la présentation, là, vraiment, le véhicule devient un collecteur incroyable de données, un générateur d'informations qui, non seulement pour les compagnies d'assurance, ont beaucoup de valeur parce qu'ils sont en mesure de développer des modèles de risque qui sont beaucoup plus efficaces, mais en même temps, ils se retrouvent à générer des données pour les manufacturiers qui, par exemple, vont obtenir des statistiques sur le type d'utilisation de leur véhicule, dans quelles conditions, dans quelles conditions se retrouvent les problèmes, etc., faire du proactif. Donc, il y a beaucoup de marketing à l'intérieur du côté des véhicules. J'ai un apps pour retrouver mon véhicule, mais on s'entend, là, il y a énormément d'informations disponibles là-dessus. Un des transformations qui commence à être intéressant, puis j'ai fait l'acquisition d'un nouveau véhicule récemment, puis ça m'a un peu jeté par terre. Euh, il m'envoie des rapports mensuels sur l'utilisation de mon véhicule. Euh, et il était dû pour un changement d'huile. OK, mais j'ai pas le choix de consentir à ça. Parce que ça vient avec, premièrement. Puis deuxièmement,
quoi d'autre d'informations tu reçois sur moi qui n'est pas dans ton rapport encore? OK? On parlait de big data plus tôt. C'est clair qu'il récupère de l'information sur où je vais, quand je vais, etc. Puis je peux même appeler je n'aimerais pas la compagnie, mais je peux appeler un helpdesk pour me dire où est mon char. Ouais. Anyway, j'ai payé plus, là, ça venait. Anyway. Donc, ça nous amène à la sensorisation. Donc, le véhicule, il commence à être rempli de plein, plein, plein de capteurs. Il a commencé, par exemple, à avoir les détecteurs de ligne, il va avoir les freins, il va avoir les freinages automatiques de sécurité. On va se retrouver avec les détecteurs de pluie pour les essuie-glaces qui font automatiquement. On va se retrouver avec des caméras embarquées dans les véhicules. Et je dis on, c'est juste parce que le mien n'a pas toutes ces features-là, mais je peux en acheter un aujourd'hui qui a déjà tous ces données-là ou ces capteurs-là, ces sensors-là à l'intérieur du véhicule. Donc, techniquement, ça pourrait être possible pour un assureur de savoir dans quelles conditions vous conduisez votre véhicule. Est-ce que vous conduisez souvent la nuit, sous la pluie? Est-ce que la traction asservie, c'est difficile, le traction control, a embarqué, est-ce que vous avez allumé vos lumières de détresse? Et ce genre de détails-là. Alors, basant sur toutes ces informations-là, euh, est-ce qu'on s'entend pour dire qu'on serait en mesure d'identifier qui sont les conducteurs les plus à risque de faire des réclamations d'assurance? Alors, bon, je vais juste y aller rapidement. Un autre truc que moi, je n'ai pas vu depuis quelques années, mais qu'on a beaucoup discuté il y a quelques années, certains véhicules plus de classe avaient des détecteurs à l'intérieur du véhicule de fatigue. Je ne sais pas si on en a encore aujourd'hui, ça n'a peut-être pas bien marché, mais je n'en ai pas vu récemment. Mais ça m'a beaucoup intrigué parce que ça m'arrive souvent de conduire tard, fatigué. Et c'est un autre capteur qui pourrait être embarqué dans les véhicules, qui serait particulièrement intéressant de savoir si le conducteur a conduit sous des facultés de la fatigue. Alors, rapidement, c'est ça. Donc, l'évolution du véhicule s'en va vers, on s'entend tous, on s'en va vers le véhicule autonome. Plusieurs sociétés investissent des sommes considérables pour rendre la vie de tout le monde un peu plus facile. Faire la transition depuis l'assurance, c'est intéressant. Si, particulièrement, on a des voitures autonomes, puis qu'on peut s'entendre qu'une voiture autonome va arriver à un prix éventuellement raisonnable, pourquoi j'aurais des chauffeurs? Aujourd'hui, on s'en sort. On va parler un peu dans la prochaine diapo de l'évolution de l'autonomie des véhicules, mais on s'entend que c'est une industrie présentement de développer le véhicule autonome qui est incroyablement complexe. Il y a énormément de senseurs, puis on les voit par catégorie ici, le traitement de senseurs, la connectivité, l'évolution de la prochaine génération d'LTE pour permettre aux véhicules d'être en mesure d'envoyer l'information nécessaire, etc. Alors, il y a énormément d'investissement qui est fait de recherche et tout. Et, bon, vous avez vu les noms qui sont là. Il y en a un que j'aime beaucoup, aucune affiliation. Là. Xilinx, là, on va en reparler. Vraiment trop cool. C'est probablement mon prochain talk. Donc, parlons d'autonomie. Il y a plusieurs types d'autonomie dans les véhicules, puis ça, moi, je suis là. C'est Certains sont assez simples, comme par exemple des avertissements, etc. Le driver assistance, l'assistance, comme quand on roule sur la ligne, le capteur, capteur LIDAR à base de lumière, va détecter la ligne où elle est. Bon, la ligne, des fois, elle disparaît, fait qu'il va utiliser d'autres types de vérifications pour essayer de dire que vous avertit, vous êtes trop proche de la ligne, etc. Automation partielle, automatisation partielle, on va parler de frais d'arrêt d'urgence, etc. On va commencer à parler wow, tu sais, le cruise control. On s'entend, ça en fait partie. Ensuite, ça continue, l'évolution continue pour se rendre à l'automatisation complète. À chacune de ces étapes-là, je ne suis pas ici pour vous parler de chacun des détails là, parce qu'on en aurait pour probablement 1 heure juste pour ça. Mais
c'est le chemin que va devoir prendre l'industrie en certifiant chacune de ces étapes-là pour se rendre jusqu'à faire confiance en des véhicules autonomes. C'est drôle parce que l'assurance, c'est tellement pas prêt à des véhicules autonomes. J'avais une photo que j'ai tirée, mais ça datait de 2015, fait que j'ai décidé de la retirer, mais où on voit un officier de police arrêter la voiture autonome de Google, là, hilarant. Il dit, il n'y a personne à bord. Premièrement, je ne sais même pas pourquoi la voiture autonome a arrêté, là. Il dit, il me flash ses lumières. Non, en fait, ça m'intéresserait de savoir pourquoi elle a arrêté, mais la voiture a fini par se faire arrêter, ou plutôt intercepter, disons. Et il n'y avait personne à bord pour donner l'étiquette. S'il y avait manqué un stop, OK, je l'envoie où? Au 1 Google Drive. Alors, c'est ça. Alors, à travers chacune de ces étapes de maturité, disons, de l'industrie, on va devoir retrouver certaines fonctionnalités qui devront être intégrées de façon à être en mesure des particularités assez troublantes est l'information qui est nécessaire de façon à se rendre au véhicule autonome. Crédit à Intel qui a fait une étude, euh, on, on estime, ou Intel estime que 4 TB de données par jour seraient générées d'un véhicule autonome complet. Maintenant, on peut s'entendre que, on va parler de Internet of Threat bientôt, mais ces données-là, puis certains sont principalement là, au niveau des capteurs LIDAR. Le capteur LIDAR, la différence entre un radar, le LIDAR, puis le sonore, c'est vraiment la longueur d'onde. Fait qu'ici, dans le LIDAR, on utilise la lumière, le sonore, on utilise des sons, et le radar, on utilise des radiofréquences. Fait que c'est sensiblement la même chose. Les premiers prototypes qui étaient gros comme ça, mais maintenant, ils sont capables de les miniaturiser avec des spécialisations spécifiques, puis c'est pour ça que les compagnies investissent vraiment là-dedans. Donc, avec l'amalgame de capteurs qu'on se retrouve dans les véhicules, on va se retrouver avec énormément de données générées de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend? On entend Big Data 100 000 à l'heure. Mais comment générer, par exemple, prendre une population d'un millier de véhicules, 4 TB par jour, par exemple, je prends une flotte de véhicules commerciaux, on s'entend que c'est énormément de données à traiter. Est-ce que c'est pertinent? Probablement pas. Mais prenons des conditions dans lesquelles une anomalie se produit. Ça serait intéressant de pouvoir faire un forensique sur savoir pourquoi l'accident s'est produit. Encore là, on n'a pas passé à travers la chaîne d'évolution ou des étapes de maturation du véhicule autonome encore. Beaucoup de tests sont en cours, mais on s'entend que les véhicules autonomes qui roulent présentement, ils sont des générateurs complètement hallucinants de données puisqu'ils sont en train de faire la recherche dessus. À un moment, il va falloir qu'on trouve une solution pour traiter cette information-là de façon beaucoup plus efficace. Donc, ça m'amène à l'Internet des choses. Donc, nos véhicules vont faire partie de ça. Donc, on sait qu'ils ont le problème qui vient avec le big data. Donc, avec le big data, les problèmes qu'on connaît sont les outils qu'on utilise aujourd'hui. La façon qu'ils sont gérés, on peut toujours les encapsuler. Dans quelques années, on va les avoir réglés, ces problèmes de sécurité-là, avec ça, avec les implémentations logicielles de big data. Mais l'enjeu qu'on va se retrouver de ce côté-là, c'est les types d'analyses. On va trouver des analyses descriptives beaucoup plus difficiles. Donc, savoir qu'il y a un accident qui s'est produit, est-ce que tu peux me décrire dans quelles conditions cet accident-là aurait pu se produire? Il faut avoir toutes ces données disponibles. Alors, où on va devoir prendre ces données-là? Je vous réfère à un petit schéma de... Ah! Je me trompe tout le temps. Non. Ouais, c'est pas très clair, hein. Mais bon, un petit schéma standard qui vient de mes amis de ISO. Euh, la seule option, c'est de pousser le plus possible le traitement de l'information proche du générateur de l'information. Ça, on s'entend, c'est un pattern d'architecture que tout le monde connaît. Maintenant, si la voiture elle-même prend la décision, comme aujourd'hui, elle prendrait de mettre les freins, c'est elle qui va avoir l'information. Donc, c'est la seule place où on va être en mesure de retrouver. Pour l'exemple d'un accident de voiture, c'est pas tellement un problème. Mais si on prend l'exemple d'un enjeu
réglementaire sur un pool d'assurés, ça me prend cette information-là. Il faut que cette information-là soit remontée. Donc, il y a de l'information, moi, que j'ai besoin pour définir ou justifier mes critères de risque. Je dois les remonter. Donc, plus on va aller vers l'évolution du véhicule autonome, plus le traitement va se retrouver poussé près de la voiture. Parce que c'est là que ce sera pratiquement impossible d'envoyer ça pour un traitement central. Il va falloir que les ingénieurs trouvent les solutions pour limiter l'information envoyée à ce qui est strictement pertinent. Ce qui m'amène à, ben là, le milieu, on s'entend que c'est du réseautage. En haut, on va retrouver vraiment les centres de données traditionnels qu'on retrouve. OK, traditionnels, genre dans le cloud, histoire de faire ça encore plus safe. Alors, le concept du fog et du mist, que moi j'ai trouvé particulièrement savoureux. On n'avait pas assez de parler du cloud qu'on avait de la misère à expliquer. On s'est mis à créer du fog, qui est l'espace entre la réalité puis le cloud, puis le mist, qui est vraiment le near edge, là, qui, dans notre cas, qui nous occupe, c'est vraiment le véhicule lui-même. Donc, on se retrouve avec un modèle Internet of Things, Internet des choses, déployé, exactement comme les frigos, mais déployé dans le contexte de nos véhicules dans lesquels on va être transporté. Et c'est pas que des voitures, on entend qu'il y a déjà aujourd'hui des autobus, il y a déjà des tramways automatisés. L'automatisation, elle s'en vient, c'est juste une question de temps. Donc, tous les enjeux dont on a discuté aujourd'hui sur l'Internet of Things s'appliquent aux véhicules. Tous les enjeux qu'on a parlé aujourd'hui sur les big data s'appliquent aux véhicules. Une autre petite dernière là-dessus sur le positionnement, spécifiquement des travaux qu'ils ont sur le edge computing. C'est intéressant parce que, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais si vous êtes intéressé, lancez-moi une note parce que c'est vraiment cool. Énormément de travaux sont présentement en cours sur les données en transit. On parle beaucoup de big data dans le sens, je remplis un océan de données dans lequel j'ai des outils qui me permettent de faire des transversales, des analyses statistiques, c'est vraiment, vraiment très cool. Cependant, c'est juste irréaliste de toujours tout collecter puis de le conserver. Juste, on s'entend, on est tous dans le domaine de la sécurité ou à peu près, là. Euh, Juste la classification de ces informations-là, leur gestion de leur rétention, elle devient impossible à faire. Donc, euh, traiter la donnée pendant qu'elle est en transit, c'est probablement la solution la plus wow, agréable là, ou la plus logique dans ce contexte-là, parce que c'est elle qui est pertinente au moment dont on parle. Donc, c'est ça. Le edge computing là, rajoute une couche intéressante qui sera probablement pour un autre temps. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Donc, rapidement, euh, je suis prêt à répondre à des questions si vous en avez. On peut approfondir certains domaines, mais de façon générale, si vous avez besoin de me joindre, Hangout avec le patient à gmail.com. Ceux qui ne le savent pas, ben, c'est mon bénévolat chez les scouts. Alors, je vous remercie d'être là. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis, j'attends avec impatience qu'on donne le droit de plugger quelque chose dans un véhicule pour voir vraiment ce qu'il collecte. Parce que est encore sous garantie. Fait que je vais attendre que la garantie expire. Fait que dans 2 ans, on s'en reparle. Alors, merci bon et passez un très bon fin de con. Ceux qui participent au 5 à 7, je vous encourage fortement, même si je ne travaille pas pour le sponsor. Mais passez une bonne soirée.